Ici dans vos locaux, Monsieur Pierre Laurent, pour parler justement d'un sujet précis qui fait justement, qui parle du fonctionnement des championnats professionnels et des clubs dits professionnels. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des questions liées, n'est-ce pas, au championnat professionnel. Alors le concept de naming, on n'en parle peut-être pas trop en Afrique et au Cameroun, mais pour vous, qu'est-ce qu'il représente et c'est quoi un naming pour un championnat? Merci Michel, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour m'exprimer sur ce sujet qui concerne l'économie du football professionnel. Ça faisait un moment comme il y avait disparu des radars TV et à travers votre interpellation, je suis content de faire mon retour. Pour revenir au sujet, on définira simplement le naming comme un partenariat entre un club de foot et une entreprise qui est à la recherche de la notoriété. Aussi simplement que ça. C'est juste un partenariat qu'on peut dire gagnant-gagnant. À titre d'exemple, le naming se fait à deux étapes. Au niveau du club, comme on a dit dans la définition, et c'est ainsi qu'on peut parler d'un cas d'actualité qui est celui qui concerne le championnat français avec l'Olympique de Marseille, où le stade a été baptisé Orange Vélodrome. Et pour accoler son nom au stade, dans le cadre de ce partenariat, Orange débourse 2 500 000 € chaque année à l'Olympique de Marseille. Donc, voilà les termes du contrat qui lie l'entreprise Orange à l'Olympique Club de Marseille. Donc ça procure chaque année 2,5 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un naming avec un club. On a également le naming avec la compétition. Et si on reste dans le cas du championnat français, qui s'appelle Uber Eats, c'est un contrat que l'entreprise Uber a signé cette fois-là avec la LFP, la Ligue du football professionnel de France, et qui rapporte 15 millions d'euros sur 2 saisons. Donc nous avons 2 niveaux dans le contrat de naming. Et à travers un contrat de naming, comme on l'a dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant où le club ou le compétiteur encaisse des revenus et où l'entreprise cherche à améliorer sa visibilité, son image de marque, sa notoriété surtout. Mais comme tout contrat, il y a des avantages, mais malheureusement des inconvénients. Et dans ce cadre-là, soit dit en passant, il faut peut-être que je le précise avant d'entrer dans les avantages et les inconvénients. Il est quand même bien de préciser que jusqu'à présent, le plus grand contrat de naming jamais égalé, c'est celui signé par Arsenal en Angleterre avec Fair Emirates, où le stade s'appelle et a été rebaptisé Emirates Stadium. 141 millions d'euros sur 8 ans. Et je vous laisse faire les calculs. 1 million d'euros, c'est 655 millions. On n'a pas fait le calcul en français, il peut y avoir des bêtises. Donc, voilà. Donc, maintenant, lorsqu'une entreprise investit effectivement des sommes considérables, c'est pour la notoriété, comme on a dit, mais ça peut malheureusement, et on ne souhaite pas, tourner au vinaigre.
C'est pour ça que c'est aussi un contrat un peu risqué. Le premier risque dans un contrat de naming, c'est l'incertitude liée au football professionnel. Nous allons citer un exemple, c'est le premier contrat de naming signé en France avec le FC Mans, où malheureusement, 2 ans après la signature du contrat, l'équipe de Mans a été placée en redressement judiciaire, reléguée en division d'honneur, qui est l'équivalent de la 6e division en France, et donc du coup, ne pouvait plus offrir le spectacle qui permettrait que les spectateurs viennent voir les matchs et voir donc la notoriété de MMA, la compagnie d'assurance qui avait signé le contrat à 1 million d'euros par an. Donc finalement, comme ce n'était pas, on ne pouvait pas anticiper là-dessus, voilà un investissement qui fait un mauvais effet et qui capote. Mais on peut également prendre un deuxième exemple pour être un peu complet sur le sujet. C'est que le contrat de naming n'est même pas accepté. Il y a des cas où le contrat de naming n'est même pas accepté par les supporters qui font le club. Nous avons parlé de Orange Vélodrome. À Marseille, les ultras continuent à appeler leur stade Vélodrome. Ils refusent d'appeler le mot Orange. Donc, parce que ils espèrent que ça dénature. Et vous faites d'ailleurs bien de le préciser, puisque même au niveau des médias, c'est à peine qu'on suit Orange Vélodrome. Exact. En fait, c'est à peine qu'on suive le nom Orange, c'est le stade Vélodrome. Exact, c'est dû au stade Vélodrome. Pourtant, Orange paye 2,5 millions par an à Marseille pour que le nom Orange soit prononcé à tout bout du champ. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui a certes des avantages, mais qui peut aussi être difficile à mettre en œuvre. Et n'oublions pas qu'on est dans le sport professionnel et qu'un mauvais résultat peut faire que le club est relégué. Et du coup, l'affluence qu'on peut avoir en Ligue 1, on l'aura malheureusement pas en Ligue 2. Donc c'est tous ces éléments qui fragilisent un peu le contrat de naming. Très bien. Alors Pierre, là c'est le contrat de naming vu par les clubs professionnels en Europe. Oui. Chez nous en Afrique, oui, et au Cameroun, pour être plus précis, oui, est-ce qu'on pourrait également dire quelque chose sur ce type de contrat? Puisqu'on voit bien qu'au Cameroun, par exemple, les fédérations n'ont pas assez, n'est-ce pas, de moyens financiers, et pour la plupart, donc, je vais dire les clubs, pour la plupart, ça grippe au niveau de la fédération qui parfois signe certains contrats entre guillemets un peu faramineux avec certaines structures sous fond de naming. Très bien. Disons qu'en Afrique, la situation est particulièrement préoccupante, voire même embryonnaire même dans l'approche. J'ai du mal à comprendre la nature du contrat qui lie MTN à notre championnat d'élite, que ce soit Elite 1 ou Elite 2. Déjà, dans le cadre du naming, MTN ne devrait pas accoler son nom sur les deux compétitions, sauf à débourser un montant plus important. Malheureusement, on ne sait même pas ce qui est déboursé. Donc, le contrat étant tenu secret, on ne sait véritablement pas ce que la Ligue engrange. Et je ne sais même pas si c'est avec la Ligue ou si c'est avec la Fédération. Parce qu'en réalité, en principe, ça devait être avec la Ligue. C'est avec la Fédération. Bon, donc vous voyez que ça reste encore... il faut quand même qu'on se dise une chose. La Fédération est une association. Et la Fédération crée un démembrement pour gérer le football professionnel. Et dans le cadre de ce démembrement, il y a une société commerciale qui a donc la structuration juridique pour contacter. Vous voyez, le truc de la LFP, ce n'est pas
c'est la société commerciale qui est liée à l'association qui contacte avec les partenaires. Or, chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement flou. Il n'y a pas de visibilité. Et en plus, vous avez MTN sur la compétition, mais vous avez malheureusement MTN sur les maillots de la compétition. Or, le naming s'arrête uniquement à la compétition ou au stade. Le naming, ce n'est pas le maillot. Sur le maillot, c'est le sponsor. Du club. C'est le sponsor du club. Alors, lorsque MTN est à la fois sur la compétition, sur le maillot, Orange va se mettre où alors? Par exemple. Puisqu'ils sont sur le même secteur d'activité. Sans compter qu'il y a d'autres entreprises qui ne mettent pas MTN. Alors, sur ce cas, justement, ça pose quel type de problème pour le championnat ou bien pour le club? Est-ce que cela devrait poser un problème? Est-ce que c'est un problème? C'est davantage la résultante du cafouillage lié à la situation. Déjà, ce n'est pas normal. Parce que le sponsoring fait partie des revenus du club. Donc, c'est le club qui doit contacter avec des entreprises dans le cadre du sponsoring. N'oublions pas que le maillot de foot, c'est le seul produit au monde qui est vendu 3 fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire, la première fois, c'est la tunique, le bout d'étoffe qu'une entreprise présente. Parlons par exemple, on a vu Puma. Il faut déjà que Puma déverse l'argent pour que le club accepte de porter des tuniques Puma. Ensuite, il faut qu'un annonceur, cette fois des entreprises commerciales et autres, paie de l'argent à l'entreprise pour pouvoir s'afficher dessus. Et le tarif, il est différent. Selon que le logo sera positionné sur la poitrine, sur le côté, sur le short, au dos, en bas du maillot, ça, etc. Ça a des tarifs. Et la troisième fois, le troisième niveau de vente, c'est quand des supporters ou des sportifs vont dans des supermarchés pour acheter le maillot. Vous voyez que pour une chaîne comme ça, il y a eu 3 niveaux de revenus pour le club. Donc, il y a une organisation qu'il faut véritablement mettre en place pour structurer. Le sponsor, celui qui a signé un contrat de naming pour la compétition, ne peut pas imposer son logo au club qui participe, à moins de les dédommager, à moins de signer un contrat de sponsoring avec eux qui est différent de celui du contrat de naming. N'oublions quand même pas que le sponsoring et les redevances audiovisuelles sont les 2 principales sources de revenus d'une équipe de football. Voilà ce que je peux dire sur ce contrat. D'accord. Justement, cela nous pousse à embrayer sur la deuxième partie de notre entretien, justement sur les revenus des clubs professionnels. Vraiment, la question elle est basique. De quoi, c'est vrai que vous avez commencé tout à l'heure à éplucher un petit peu, n'est-ce pas, en termes d'économie, ces revenus-là, mais de manière concrète, de quoi vit un club professionnel? Vraiment, prenons par exemple le cas du Cameroun. Selon vous, en tant qu'expert, n'est-ce pas, des questions liées au football professionnel, de quoi devrait vivre un club professionnel au Cameroun, alors du Cameroun? On va d'abord présenter les différents revenus d'un club professionnel avant d'embrayer sur la particularité camerounaise. Effectivement, comme précédemment annoncé, les clubs professionnels ont 3 grosses sources de revenus. Ces 3 grosses sources de revenus. Nous avons la redevance audiovisuelle, les droits télé. Nous avons le sponsoring. Et la 3e source, c'est la billetterie. Voilà les principaux. Maintenant, il y a un 4e chapitre qu'on appelle les divers.
les divers. Et dans ce chapitre, nous trouvons, entre autres, l'essentiel des revenus des clubs du championnat professionnel du Cameroun, les subventions. Ça fait partie des divers. Les produits dérivés, la boutique du club pour vendre les gadgets, tout ça. Les transferts de joueurs, le trading, c'est dans le divers. Malheureusement, chez nous, au Cameroun, c'est dans la catégorie divers que nos clubs tirent leur principale source de revenus. Peut-être parce que pour la plupart, ils n'ont pas, on va dire quoi, des stades dédiés à leur nom, leur propre stade. Par exemple, le cas de la billetterie. Un club qui n'a pas de stade, comment est-ce qu'il pourrait compter sur la billetterie? Est-ce que en Europe, les clubs sont propriétaires des stades? Non. Il y a quelques clubs qui ont leur stade, mais ce n'est pas tous les clubs qui ont leur stade. Lyon vient de se doter d'un stade, d'ailleurs qui a été baptisé au Groupama Stadium avec le contrat de naming que Jean-Michel Aulas a signé avec la compagnie d'assurance Groupama. Et que vous connaissez particulièrement. Et donc vous voyez donc, mais avant Groupama, Lyon jouait et la billetterie fonctionnait. Donc les stades, en règle générale, ça appartient à la municipalité. Ça ne change rien. Le véritable problème, c'est plutôt la répartition des revenus de la billetterie. Mais pour que cette répartition soit intéressante, il faut que le spectacle soit au rendez-vous. Parce que le véritable problème de notre foot, c'est la pauvreté du spectacle fourni qui n'attire plus grand monde. Le championnat à l'ère professionnelle est moins passionnant que le championnat amateur que j'ai connu tout petit dans les années 80-90. Pour le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun. Vous imaginez un match, Racing de Bafoussam, Dynamo de Douala, en 89, pour le titre de champion du Cameroun, à couteau tiré avec le Tonnerre de Yaoundé. Ça s'est vu en Nortune à Douala, où il y a eu plus de 30 millions de recettes. Ouais. Donc, le problème ici de la billetterie, c'est qu'il faut qu'il y ait des affiches. D'ailleurs, sous l'ère Eto, vous avez vu comment s'est vu les playoffs à Gawa. Donc, c'est davantage. Et même ici récemment à Douala. Exact. C'est davantage la qualité du spectacle fourni qui fait la montée en puissance de la billetterie. Et une fois qu'il y a une montée en puissance de la billetterie, il y a une règle de répartition. Celui qui est propriétaire du stade, il a sa quote-part. L'équipe qui reçoit, il a sa quote-part. L'équipe adverse a sa quote-part, etc. Donc il y a un clé de répartition qui est fait. Mais le problème de la billetterie chez nous, pour le résoudre véritablement, il faut commencer par améliorer la qualité du spectacle fourni pour qu'on ait des affiches capables d'attirer du monde au stade. Alors Pierre, justement, nous, malheureusement, ou alors heureusement, on va bientôt remettre un terme à cet entretien que vous nous accordez ici dans vos locaux. Je rappelle que vous maîtrisez parfaitement ce dossier, n'est-ce pas, puisqu'on parle des championnats professionnels. C'est des sujets auxquels vous avez eu longtemps à travailler au Cameroun et même à l'étranger. Votre expertise n'est pas seulement locale, je vais le dire, elle est internationale. Alors à quelques, disons, semaines, n'est-ce pas, du coup d'envoi du nouveau championnat, il y a des clubs qui vont nous écouter, qui vont regarder, n'est-ce pas, cet entretien. Peut-être qu'il y aurait un message particulier, parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, les clubs attendent tout de la fédération ou de la ligue, entre guillemets. Vous qui êtes de ce monde, vous qui êtes spécialiste lié aux questions justement de foot pro, en termes de conseils pour les clubs, ça peut être quoi de manière concrète? À quelques jours, semaines, j'ai failli dire, du kick-off du nouveau championnat pro. Disons que je suis toujours très embêté quand les médias me posent cette question, parce que j'ai le sentiment que depuis 2011, où on est censé rentrer dans l'ère du championnat professionnel,
Rien n'est professionnel. 2011, date du lancement du premier championnat pour le Cameroun. Exact. Rien n'est professionnel. Et en 2023, ça fait déjà 12 ans. Nous sommes plutôt habitués des tribunaux dans des échanges de verdicts qui n'honorent malheureusement pas notre football. Mais s'il y avait un point de départ, et ça je le dis depuis 2011, 12 ans plus tard, je n'ai pas changé là-dessus, c'est que pour véritablement partir sur le foot pro, il y a 2 étapes préalables. La première, c'est faire un état des lieux. Aucun club de tous ceux qui agitent ne peut vous présenter un dossier sur l'état des lieux lui ayant permis à sortir un business plan. C'est quoi un état des lieux? C'est de dire, mon club, moi je suis de Bandjun. Quand je parlerai peut-être de mon club de stade de Bandjun qui a atteint la demi-finale de la Coupe du Cameroun. Voilà. Vous voyez, nous avons été tous dans l'euphorie de voir Stade de Bandjun arriver en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Par un coup de bâton magique. Mais après, ça s'arrête là. Le président Kenny David, il a mis de son argent et puis il a recruté des anciens joueurs et puis voilà, il a monté un truc. Malheureusement, c'est pas ça le foot professionnel. Le foot professionnel, c'est autre chose que ça, malheureusement. Il faut faire un état des lieux, c'est-à-dire qu'à Bandjun, quelle est la population? Tout à l'heure, on parlait du naming. Le stade d'Arsenal, pourquoi il a un contrat de naming aussi cher? C'est parce que à Londres, c'est une ville riche, où il y a un réel pouvoir d'achat. Et vous voyez que le naming à Londres avec Arsenal, ça va également avec la billetterie. Ils sont également primés dans la billetterie. Ils font 200 millions d'euros par an de chiffre d'affaires sur la billetterie. Vous voyez? Donc, on ne peut pas parler du foot pro dans un environnement où on ne connaît même pas le pouvoir d'achat de l'environnement où on est localisé, où on ne connaît même pas les entreprises de cette localité, où on ne connaît même pas la structuration. Parce que ceux qui peuvent faire le sponsoring à Bandjun, en priorité, c'est les entreprises qui sont installées à Bandjun et qui veulent se faire connaître. Vous avez vu dans le cadre du stade de Bandjun, le docteur Beka. Voilà. Avant que le stade n'arrive en 2000, qui connaissait le docteur Beka? Pas vraiment. Voilà. Mais grâce à son appui là-dessus, ça a fait la visibilité.